Ce sont les aléas du direct, on commence un peu en retard aujourd'hui, mais on va toujours parler des mêmes sujets qui nous occupent depuis pas mal de temps, c'est-à-dire les gilets jaunes et puis les élections européennes qui se profilent dans le contexte des gilets jaunes et ça pourrait peut-être bouleverser la donne. Eh bien, c'est avec Nicolas Bay qu'on est ce matin, qui est député européen du Rassemblement national. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Alors, la constitution d'une liste des Gilets jaunes, on le sait depuis hier soir maintenant. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Non, non, pas nécessairement. Je sais que j'ai entendu M. Griveaux se réjouir de cette annonce avec beaucoup d'arrière-pensée politique. Ouais. Tous les citoyens ont le droit de se présenter aux élections européennes. Ce ne sont pas d'ailleurs les Gilets jaunes qui se présentent. Ce sont certains Gilets jaunes qui veulent faire une liste. Pour l'instant, il n'y a pas de liste. Après, reste à savoir quelle est la position qu'ils vont prendre. Les élections européennes, c'est un projet européen. Macron défendra le fédéralisme européen. Nous défendrons une Europe des nations et des protections. Vous aimez faites finalement cette opposition directe, Macron ou vous, quoi. C'est la réalité, c'est l'alternative entre deux visions. Ça vous facilite les choses. Macron défend l'accélération dans le fédéralisme européen, dans l'intégration européenne, plus de dérégulation, moins de protection. Et nous, on dit une Europe des nations, la seule Europe qui marche, c'est l'Europe des coopérations. C'est aussi cette Europe des nations, c'est pas qu'un slogan, c'est une réalité avec ce qui se passe en Italie, en Autriche, en Pologne. Les sondages. Sondage Elab, hier. Alors, sans les Gilets jaunes, La République En Marche, d'ailleurs, remonte dans les sondages, puisqu'elle est à 23,5% d'intention de vote. Vous êtes à 20,5%. Les Républicains sont à 12,5%, ils continuent à baisser. Et la France Insoumise à 9,5%. Et s'il y a des Gilets jaunes, ça change un peu la donne, puisque la République En Marche, avec le MoDem, est crédité de 22,5%, ils ne perdent qu'un point. En revanche, vous tombez à 17,5%, c'est-à-dire que vous perdez 3 points en cas de présence des Gilets jaunes, qui occuperaient la 3e place, leur liste, 13%, devant la République En Marche, qui baisse à 11,5%. La présence d'une liste Gilets jaunes est quand même propre à bouleverser un petit peu le paysage. Oui, enfin, je crois que ce sondage, il arrive assez tôt, donc l'offre des Gilets jaunes, l'offre politique, électorale des Gilets jaunes reste encore assez théorique. On verra quand les Français sauront exactement ce qu'ils défendent comme projet européen, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconnus là-dessus. Vous savez, nous, on fanfaronne pas quand les sondages sont favorables. On a eu beaucoup de sondages qui nous plaçaient en tête. Là, aujourd'hui, on est donné au coude à coude avec la liste qui sera soutenue par Emmanuel Macron. Coude quand même, oui, quand même. Vous savez, quand on est à 2 ou 3%, 3 points d'écart entre vous. On est quand même quasiment dans la marge d'erreur. En réalité, je crois que la campagne, elle n'a pas encore vraiment commencé. Elle va commencer dans les semaines qui viennent. Elle va en tout cas s'accélérer. Nous, on est déjà en ordre de marche, on est déjà en campagne. Et je crois qu'il y a, encore une fois, il y a un vrai débat de fond. On va en parler. Mais vous avez dit, ce ne sont pas tous les Gilets jaunes, ce sont des Gilets jaunes. Vous voyez la main de l'Élysée derrière cette liste? Non, non, moi, je n'ai pas de goût pour le complotisme. Je dis simplement qu'il y a des arrière-pensées politiques. Il y en a qui verraient d'un bon œil une liste Gilets jaunes susceptible peut-être de nous prendre quelques voix. Vous pensez à Emmanuel Macron et à sa majorité? Oui, et puis un certain nombre de ses ministres qui ne s'en sont pas cachés, d'ailleurs. Mais vous savez... Moi, ce que je vois aussi, c'est que ça peut être l'occasion de faire venir vers les urnes peut-être des abstentionnistes, que ça participe peut-être utilement au débat démocratique. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Mais on a observé qu'il y avait quand même beaucoup de sympathie entre beaucoup de Gilets jaunes et le Rassemblement national sur les ronds-points. Je crois d'ailleurs que... Il y aura beaucoup de Gilets jaunes qui, naturellement, se tourneront vers nous. Parce il y en aura sur votre liste? On tend la main, c'est une possibilité, c'est pas encore une certitude, mais c'est tout à fait envisageable. Mais je crois que leurs revendications, leurs préoccupations, nous les avons soutenues, elles sont légitimes, contre la politique de Macron, l'excès de fiscalité, l'atteinte au pouvoir d'achat, la suppression de toutes les protections économiques. Bon, nous sommes, je pense, la cohérence politique pour répondre à ces préoccupations légitimes. Et nous le ferons aussi bien, d'ailleurs, dans le cadre du débat des européennes que dans le cadre national. Bernard Tapie aussi les a invités à s'organiser aussi. Oui, tout le monde l'a dit, organisez-vous, faites une liste. On verra bien ce qui se passera au final. Pour l'instant, on a un projet de liste qui n'est pas encore très, très abouti. On verra bien, mais ça ne nous empêche pas, nous, d'être clairement avec une réponse politique. Leurs revendications sont légitimes, mais ça nécessite une réponse démocratique. Alors, nous avons fait un certain nombre de propositions sur la référendum d'initiative populaire, sur la proposition et puis, évidemment, l'urgence absolue, c'est de donner du pouvoir d'achat aux Français, notamment par les baisses d'impôts. Ce qui est intéressant, c'est qu'une liste qui serait constituée de la République En Marche, du MoDem, de quelques autres centristes, on voit qu'elle se porte un peu mieux dans les sondages aujourd'hui
qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que ce n'est pas un effet conjugué d'un ras-le-bol finalement du désordre qui occupe la France depuis 15 jours, depuis 2 mois, et le fait que le débat national soit ouvert, eh ben, les Français se disent bon, faut que ça s'arrête tout ça. Tout le monde a compris que le débat national, c'était en réalité une opération de communication du président de la République. Ça n'a aucune vertu, ça. Non, mais il trie sur le volet ceux qui y participent. Il y a une idée mère. Avec lui. Oui, il y a une idée maire en Normandie, trié sur le volet. Maintenant, dans la Drôme, il fait la même chose. On est dans de l'entre-soi entre élus et notables. Il voit Laurent Wauquiez aujourd'hui. Oui, voilà, c'est de l'entre-soi entre élus et notables qui sont d'accord sur l'essentiel. Laurent Wauquiez soutenant le traité de l'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle que vient de signer Emmanuel Macron. Bon, mais beaucoup de nos compatriotes vont se sentir totalement à l'écart de ce débat. Et je crois que beaucoup n'y participeront pas parce qu'ils ont le sentiment... Donc ça sert à rien. Écoutez, quand Emmanuel Macron fait le premier débat, ouvre le premier débat en Normandie, où il explique qu'il y aura peut-être des ajustements à la marge, mais qu'il n'est pas prêt ni au référendum, ni à la moindre remise en cause importante des grandes lignes de sa politique, bon, c'est son choix, mais évidemment, ça ne va pas satisfaire ce que les Français... Vous allez y participer, vous, personnellement, à ce débat? Moi, personnellement, si je suis invité, je suis toujours prêt à débattre, et je le fais tous les jours sur les plateaux de télévision. Aussi, mais je pense que beaucoup de nos militants, nos cadres, de nos élus locaux participeront peut-être au débat, si tant est qu'ils soient invités, mais... honnêtement, je vais vous le dire, Yves Tréhard, moi je n'attends rien. Je pense qu'il y a une vraie opération de communication bien huilée, que ça lui permettra peut-être de retrouver, à chaque fois de gagner. Vous dites ça, dès qu'il y a quelque chose qui est fait par le pouvoir exécutif, quel qu'il soit, c'est toujours de la communication. Il ne veut pas de référendum, il ne veut pas baisser significativement les impôts, il ne veut pas mettre en place des protections économiques et en finir avec la logique du libre-échange. Il ne veut pas que l'immigration soit un sujet central, alors que c'est un sujet central, et il ne veut pas non plus... Il a dit que ça devait être un sujet central. Oui, enfin, il l'a mis en deuxième thème, en thème de seconde catégorie. Il parle de dans quotas. le débat. Vous êtes pour les quotas, vous? Non, mais aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. C'est pas le problème des quotas. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait fait le coup. Il avait dit on va avoir l'immigration choisie plutôt que l'immigration subie. Le résultat, 200 000 par an. C'est 1 million d'étrangers légaux auxquels il faut ajouter les clandestins. Avec Macron, on est aujourd'hui à un niveau de 260 000 entrées légales, plus 110 000 demandeurs d'asile qui ne sont pas éligibles au droit d'asile dans l'immense majorité des cas mais ne sont pas expulsés, plus 50 000 mineurs isolés, dont un certain nombre, on le sait, ne sont pas du tout mineurs. Le résultat, c'est qu'on a environ 450 000 personnes, si on ajoute les clandestins, qui entrent chaque année sur le territoire national. Donc ça nécessite une réponse d'une extrême fermeté qui ne vient pas, et ça nécessiterait que les Français... Immigration zéro? Oui, immigration zéro, bien sûr, et surtout, on donne la parole au peuple sur cette question. Si les Français avaient pu, ne serait-ce qu'une seule fois dans les 30 dernières années, s'exprimer sur l'immigration, ils auraient voulu qu'on arrête totalement ces flux migratoires qui sont à la fois massifs et incontrôlés. Précisément, comment on sort de ce conflit, de cette crise? Est-ce qu'on en sort par un changement de gouvernement, par un référendum, question multiple, notamment sur l'immigration, par une dissolution de l'Assemblée nationale? Comment on fait? Comment on retrouve une légitimité en démocratie? Eh bien, en allant aux urnes. Mais à condition de restaurer une vraie démocratie représentative. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a 300 députés En Marche, une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui ne correspond pas du tout, qui n'est pas du tout une photographie en quelque sorte du pays. Changer le mode de scrutin avec la proportionnelle intégrale ou une large part de proportionnelle. C'est quoi votre bon niveau de proportionnel? On peut faire par exemple la proportionnelle intégrale, mais avec une prime majoritaire de 25 ou de 30% pour la liste qui arrive en tête. Ça assure une stabilité à la majorité, mais que toutes les tendances soient représentées correctement. Et puis, il faut un vrai mécanisme de démocratie directe, le référendum d'initiative populaire, ou d'initiative citoyenne, et il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets dont les Français ne puissent pas se saisir. On pourrait appeler les Français à voter sur tout? La légalisation du cannabis. C'est les Français qui, en fait, appelleraient à un référendum. Il n'y aurait pas de thème? Mais non, pas de thème interdit en démocratie. En revanche, je pense qu'il faut que ce soit clair que le référendum, il sert à deux choses, à abroger ou à adopter une loi. Abroger une loi... Il pourrait être révocatoire aussi? Non, je crois que c'est dangereux. C'est les élections, le référendum révocatoire. Quand on donne un mandat pour 5 ans, c'est pas pour l'arrêter en cours de route. En revanche, s'il y a une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale, ça a été le cas avec François Hollande, la loi El Khomri, il avait 10% des Français qui le soutenaient, mais il avait une majorité absolue à l'Assemblée. C'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a des projets qui sont massivement rejetés, mais il les passe en force à l'Assemblée puisqu'il a 300 députés. Eh bien, ça servirait à abroger la loi dont les Français ne veulent pas et à adopter une loi que le gouvernement ne veut pas adopter, mais auquel les Français sont favorables. Alors vous êtes candidat à votre réélection, mais vous êtes qu'en 7e position sur la liste du Rassemblement national. Vous êtes déçu de ne pas
vous aviez dit que vous pourriez très bien être tête de liste, et finalement c'est un jeune homme qui s'appelle Jordan Bardella, inexpérimenté, très jeune donc, moi, qui vient en de tête dire de liste. Que j'étais prêt à être tête de liste et que j'étais peut-être pas Vous êtes le déçu? moins légitime. Non, je suis pas déçu. Vous savez, on a fait un choix stratégique, c'est de mettre un jeune en tête de liste pour incarner l'avenir que représente cette Europe des Le nations. renouveau. L'Europe des nations, c'est pas un retour en arrière, c'est pas non plus un projet théorique. Ce qui était votre projet de départ, hein, le retour en arrière pour la présidentielle, c'était on sort de l'Europe, on sort de l'euro. Non, on a toujours dit, on a toujours été très critique et on continue à être très critique sur l'Union européenne. Oui, oui. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que cette Europe Europe des nations, elle est en train de prendre forme, de prendre corps partout en Europe. Il y a partout cette volonté. Aujourd'hui, Macron et Merkel sont totalement isolés. Ils sont impuissants et isolés sur la scène européenne, d'où les opérations de communication comme le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais partout, il y a une volonté de défendre les frontières nationales et extérieures, de défendre notre identité, de restaurer des protections économiques. On ne quitte plus l'Europe avec le Rassemblement national. Il faut renégocier, procéder à une refonte totale du fonctionnement et des orientations politiques. Un fonctionnement plus démocratique, on supprime la Commission européenne, on privilégie l'intergouvernemental, c'est-à-dire les coopérations entre les nations en respectant leur souveraineté. On n'est pas d'ailleurs obligé que toutes ces coopérations se fassent à 27. On peut avoir des coopérations qui ne concernent que 10, 12, 15 pays dans un certain nombre de cas. Le gouvernement s'intéresse aux fake news, aux fausses informations. Il veut légiférer d'ailleurs là-dessus, ça va venir bientôt. C'est pas un peu une fake news de dire que, par exemple, c'est ce qu'a dit Mme Le Pen, que l'Alsace et la Lorraine seraient revendues à la Non, d'abord, elle n'a pas dit ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement aujourd'hui utilise ce concept de fake news pour essayer de restreindre la liberté d'expression. Oui, maintenant, dès qu'on exprime... Non, attendez, le traité d'Aix-la-Chapelle, il est mondialiste dès la première ligne du préambule. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on nous dit dès la première ligne qu'il faut un marché mondial ouvert. Ensuite, il y a tout un tas de dispositions qui prévoient une souveraineté partagée, c'est une remise en cause de notre souveraineté nationale au bénéfice de l'Allemagne. Ça, c'est une réalité. C'est déjà le cas, hein, sur beaucoup de sujets. C'est une accélération dans cette voie fédéraliste. Bon, donc, on a beaucoup de raisons de critiquer ce texte. Et c'est pas un texte anodin. Il y a la signature officielle de la France en bas. La CEDH ou la Cour de justice de l'Union européenne peut demain s'appuyer sur ce texte pour créer de la nouvelle jurisprudence qui nous serait défavorable. Bon, on a encore le droit quand même de critiquer un texte sans être accusé de fake news. Sans le tordre. Non, mais personne ne le tord. Enfin, il y en a peut-être qui ont tordu, mais en tout cas... Par exemple, qu'on cède notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU où on le partage avec l'Allemagne. Oui, enfin, vous noterez quand même qu'on nous dit que l'objectif de la diplomatie franco-allemande, on découvre qu'il y a une diplomatie franco-allemande, c'est que l'Allemagne ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Non, mais que l'Allemagne en ait la revendication, c'est son droit. Que la France en fasse une priorité, c'est assez étonnant. Vous savez, écoutez, le siège au Conseil de sécurité, le siège permanent au Conseil de sécurité, c'est pour les pays qui étaient vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas exactement le cas de l'Allemagne, qui sont une force nucléaire, ça n'est pas le cas de l'Allemagne, qui ont une diplomatie mondiale, ça n'est pas le cas de l'Allemagne, et qui ont une force militaire de projection sur d'autres continents, ça n'est pas non plus le cas de l'Allemagne. Donc pourquoi Emmanuel Macron en fait une revendication? Quelles sont les contreparties à cela? C'est Nicolas Beck qui nous répond ce matin, qui répond à vos questions, à nos questions. Et bien Jérémy Pontieux nous rejoint dans le studio pour se faire votre interlocuteur. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Bay. Première question de Manon qui nous dit bonjour Nicolas Bay. Elle vous passe le bonjour. Votre parti a renoncé au Frexit à la sortie de l'UE sous prétexte qu'une majorité anti-UE est possible au Parlement européen, qu'elle permettrait de changer l'Europe. Pourtant, en tant que député européen, vous devez savoir qu'il faut l'accord des 28 pays membres pour changer la Constitution européenne. Pourquoi donc vous obstinez à proposer aux Français quelque chose que vous savez impossible? Non, c'est pas impossible, parce qu'en réalité, on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pays qui défendent une autre vision aujourd'hui, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des majorités parlementaires dans les pays qui veulent, notamment. Oui, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, dans les pays baltes, etc. Et donc, on peut avoir demain une minorité de blocage au Conseil. D'abord, c'est-à-dire... Vous pensez que c'est possible? Mais d'ailleurs, c'est déjà le cas sur un certain nombre de sujets. Sur la réforme du droit d'asile, le règlement de Dublin, aujourd'hui, il y a eu un vote, il y a eu une initiative de la Commission européenne, un vote au Parlement européen qui se comporte malheureusement souvent comme une chambre d'enregistrement de la Commission européenne, mais un blocage au Conseil. Sur l'article 7 contre la Pologne et la Hongrie qui vise à les priver de droit de vote parce qu'ils refusent les quotas de migrants, eh bien, aujourd'hui, le texte est bloqué au Conseil parce qu'il y a déjà une minorité de blocage. Donc ça va amener naturellement... la machine de l'Union européenne actuelle va s'enrayer.
la minorité de blocage? En fait, en réalité, il y a beaucoup de textes qui doivent passer à la majorité qualifiée des 4/5e, de 80%, et aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui ne peuvent pas passer dans ces conditions-là. Donc, ça peut créer les conditions d'une renégociation des traités. Voilà. L'idée, le projet européen, des coopérations pour relever les grands défis de demain, défendre notre identité, défendre notre sécurité, assurer la puissance collective de nos nations, nous y sommes favorables. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, au fil des traités successifs depuis 60 ans, elle a organisé le contraire. L'impuissance de nos nations, la concurrence déloyale à l'intérieur avec le travail détaché, à l'extérieur, en multipliant les traités de libre-échange. C'est tout ça qu'il faut changer, à la fois le fonctionnement et les orientations politiques. Un internaute relève un autre chiffre du sondage dont on a parlé un peu plus tôt. Il explique que seulement 53% des Français se disent intéressés par les élections européennes. Lui, il nous dit, c'est là le véritable drame de ce sondage. Comment les convaincre? D'abord, en 2014, nous avions réussi à faire revenir un certain nombre de Français vers les urnes, puisqu'il y avait une hausse de la participation. Moi, je pense que beaucoup de nos compatriotes vont aller voter aux élections européennes, d'abord pour dire ce qu'ils pensent, pour la première fois depuis le début du quinquennat, de la politique d'Emmanuel Macron. Pour des raisons de politique intérieure, en fait. Non, pas seulement, et de ses projets européens, parce qu'il faut dire la vérité. Il veut aller toujours plus loin, à marche forcée, dans le fédéralisme. Et il s'exprime en permanence dans ce sens, encore avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Il a fait la tournée des nations européennes et il a obtenu strictement rien, aucun résultat. Sur le travail détaché, il a été en Bulgarie, en Pologne, etc. Il n'a rien obtenu, on continue. Le travail détaché, ça consiste à payer les charges dans le pays d'origine. Ça crée donc un différentiel, une concurrence déloyale et une véritable préférence étrangère sur notre sol. Sur tous ces sujets-là, il n'obtient rien. Donc il y a un lien étroit entre la politique nationale et la politique européenne, d'autant plus que tout le monde le sait, l'essentiel, ou 70 ou 80% des lois votées à l'Assemblée nationale. C'est faux ce que vous dites, là. Non, c'est pas faux. Non, ce sont des transpositions de directives européennes. Et d'ailleurs, il apparaît d'ailleurs que la France... de 30% de notre législation. Non, mais parce qu'il y a deux choses. Il y a les directives, qui sont transposées dans le droit national, et puis il y a un certain nombre de préconisations de l'Union européenne, et la France est souvent extrêmement zélée, beaucoup plus zélée que ses voisins, qui conduisent à des modifications législatives qui ne sont pas directement des transpositions du droit européen, mais qui résultent quand même de la pression de l'Union européenne. Menfin revient sur le Rassemblement national qui abandonne définitivement la sortie de l'euro. Il nous dit, pour la poignée de ceux qui voulaient un Frexit, c'est mort, quitter l'Union européenne et garder l'euro comme monnaie, il va falloir l'expliquer à son électorat. Ça va être compliqué, ça. Hein. Vous savez, non, d'abord, on veut pas... C'est très électoraliste, en fait, parce que vous avez vu que vous n'aviez pas les retraités. C'est pour ça les retraités avaient peur de vous. Renégociation totale des traités européens. La question monétaire, je vais vous dire, elle n'est pas taboue. Elle n'est pas taboue. Nous, quand on disait qu'il fallait remettre en cause le fonctionnement actuel de l'euro, c'est parce que nous considérons qu'une monnaie, ça doit être un outil au service de l'économie. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que le fonctionnement actuel de la zone euro aboutit à servir les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone marque au détriment de la plupart des 19 autres pays. Et donc, il faut un fonctionnement différent. La BCE indépendante, elle est installée à Francfort, c'est pas un hasard. Elle sert les intérêts de l'Allemagne. On peut retrouver des marges de manœuvre. La France est dans la main de l'Allemagne ? Et l'Europe est dans la main de l'Allemagne. Incontestablement. Il y a un certain nombre de choix économiques, de choix monétaires qui sont au bénéfice de l'Allemagne. L'Allemagne a des centaines de milliards d'excédents commerciaux, quand nous, en France, on a une balance commerciale déficitaire parce qu'on a une monnaie trop fortement évaluée. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire on renverse la table, on casse tout. Il s'agit simplement de poser la question, comment on fait pour retrouver des marges de manœuvre, comment on fait pour avoir une monnaie qui serve l'économie française. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un internaute revient sur l'entretien de Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez ce midi en privé. Terminato nous dit Macron pourrait s'entretenir avec Le Pen qui représente, nous dit-il, maintenant la droite. C'est une possibilité ? Écoutez, nous, si le président de la République nous propose de dialoguer, on y est évidemment favorable. Je note qu'avec Laurent Wauquiez, ça doit se faire très facilement et très naturellement, puisqu'il vient de signer un traité avec Aix-la-Chapelle. Laurent Wauquiez avait voté, avec ses 100 députés, la résolution conjointe entre l'Assemblée nationale et le Bundestag, qui était le texte préalable à ce traité. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont favorables. Finalement, on se demande bien qu'est-ce qui différencie les Républicains de la République En Marche. Et moi, comme député européen, je fais le constat très simple que les Républicains votent toutes les orientations actuelles de l'Union européenne, les traités de libre-échange, les quotas de migrants, les sanctions contre la Pologne et la Hongrie. Donc il y a une fracture totale entre ce qu'ils font à Bruxelles, ce qu'ils votent à Strasbourg et à Bruxelles, et leur discours électoral en France. Les principaux opposants, c'est vous ? Je crois que non seulement nous sommes les principaux opposants, Yves Tréhard, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls véritables opposants et qu'il y a un débat politique clarifié qui résulte du choix des Français à la présidentielle, qui ont écarté le Parti socialiste et écarté les Républicains du second tour. Et ces partis, je pense, ont vocation à disparaître. Il y a un clivage qui apparaît évident, les mondialistes d'un côté, rassemblés, qui viennent de la droite ou de la gauche, autour d'Emmanuel Macron. Et nous, aujourd'hui, nous faisons le rassemblement avec des personnalités qui nous ont rejoints, comme Jean-Paul Garot, comme Thierry Mariani, qui nous sommes en capacité de faire ce grand rassemblement de ceux qui croient dans la nation et qui veulent défendre le peuple.
C'était Nicolas Bay. Merci de vos réponses à toutes nos questions. Merci à vous, chers internautes. Merci à Jérémy Pontieux qui s'est fait votre traducteur ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien.